La commission dialogue et réconciliation à l'école du Centre pour le dialogue humanitaire, c'est à la faveur d'une journée d'échange. Objectif: doter les membres de la CDR de connaissances et de techniques leur permettant d'accomplir leur mission de réconciliation. Cette radio de la ville de Gao, mobilisée pour produire et diffuser des programmes radiophoniques sur les violences faites aux femmes et aux filles, ceci en vue d'impliquer le maximum de personnes à lutter efficacement contre ce phénomène. Faire vibrer la fibre patriotique par le 7e art, c'est possible et c'est l'objectif affiché du Centre national de cinématographie du Mali en projetant le film Mon pays, un court-métrage qui est un appel à l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Ils étaient 5 responsables de partis politiques à être reçus par le président de la République par intérim, toujours dans le cadre de ces consultations avec la classe politique autour de l'accord préliminaire de Ouagadougou et l'organisation de la présidentielle. Parmi ces 5 responsables, 4 se réjouissent de l'obtention de cet accord, nous dit Mamari Koni. Comment organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées et quelle appropriation peut-on faire de l'accord préliminaire de Ouagadougou? C'est autour de ces 2 interrogations que le président de la République par intérim a rencontré 5 formations politiques. Il s'agit de la Convention social-démocrate, du Mouvement pour la démocratie et le développement des forces alternatives pour le renouveau Ankaouli, de la Convention nationale pour une Afrique solidaire Sénas Fassohere et du M+ Ramata. Les responsables de ces formations politiques apprécient la démarche du professeur Diongounda Traoré. La signature de cet accord préliminaire favorise la mise en place d'institutions démocratiques. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un pays. Il faut d'abord parler de l'existence du Mali. Ça, d'abord, les accords nous donnent la chance d'aller vers l'amélioration de toutes les conditions institutionnelles. Ça, c'est déjà un premier départ que nous avons accepté. Le deuxième point, c'est les élections. Nous avons dit qu'il faut aller vers la normalité. Il n'y a pas de normalité sans institution légitime. Et le point de départ, c'est l'élection présidentielle. Il faut qu'on s'y engage tous. La Sénas Fassohere a eu à donner son point de vue sur les points d'ombre qui sont contenus dans l'accord. Fructueux est vraiment intéressant. Le président a donné ses réponses. Nous laissons le temps juger cette affaire. Et nous prions pour que le Mali puisse construire une démocratie qui soit assez solide pour l'avenir. Selon le président du M+ Ramata, il faut à présent veiller sur sa mise en œuvre. Au nom de mon parti, le M+ Ramata, ainsi que depuis les partis unis pour la République, nous avons dit à M. le Président que pour la paix, ça valait la peine de signer ces accords préliminaires. Par contre, il faut les encadrer, ces accords, et puis veiller à leur exécution tout en les suivant. Et pour les élections, ne pas avoir la timidité de se concerter au cas où des difficultés nous empêchaient de les organiser le 28. Aux forces alternatives pour le renouveau phare Ankaouli, après avoir obtenu cet accord, l'heure doit être à la mobilisation pour la réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Il nous a dit que c'est des accords préliminaires. Il a insisté sur le caractère préliminaire. Et aujourd'hui, nous saluons que l'intégrité territoriale de notre pays a été acquis, donc a été recouvré, ça c'est quelque chose de bien. Et par rapport aux élections, c'est ce que nous avons dit au président de la République, nous souhaitons qu'il y ait des élections transparentes et crédibles. Pour la réussite de l'élection présidentielle et la vulgarisation du contenu de l'accord de Ouagadougou, un accent particulier doit être mis sur la communication. Il faut que le contenu de l'accord Ouaga soit informé et diffusé à toutes les langues nationales. C'est ça que j'ai dit au président de la République. Par rapport aux élections, j'ai dit au président de la République de laisser les partis politiques, de médiatiser ça au niveau de la télé pour que les militants et les sympathisants puissent sortir pour faire des réclamations auprès des commissions administratives par rapport au quartier Ndéna. Au sortir de cette audience, une seule préoccupation était lisible sur tous les visages. Comment faire sortir notre pays des difficultés qu'il traverse actuellement?
Le Premier ministre Django Sissoko lui a accordé cet après-midi une audience au chef d'état-major des armées françaises. L'amiral Édouard Guiot est venu faire au chef du gouvernement le point de sa visite au Mali, une visite qui l'a conduit à Gao en 7e région. Sur place, l'amiral Guiot a rencontré les forces françaises, tchadiennes et malines déployées sur le terrain. Au micro de Bourama Traoré, le chef d'état-major des armées françaises revient sur le triple objectif de cette visite dans notre pays. Nous l'écoutons. Je suis venu faire 3 choses, voir bien sûr les forces françaises, celles de Gao, celles qui sont basées à Gao, mais aussi travailler avec mon ami le général Djembélé, le chef d'état-major général des armées maliennes, et voir également nos camarades tchadiens et nigériens. Et puis j'ai profité de cette visite au Mali, courte visite, trop courte, pour également solliciter une audience auprès du ministre de la Défense. Le Turquie au Mali, à sa sortie d'audience, est au micro de Agibou Koulibaly. C'était une visite de courtoisie à la commission Dialogue et Réconciliation, qui est une institution très importante pour le Mali. Pendant la crise, après la crise, la commission va jouer un important rôle au Mali avec une réconciliation au Mali. Avec cette visite, nous allons montrer notre soutien aux travaux de la Commission, mais aussi à la crise du Mali. Comme toujours c'était le cas, la Turquie va continuer à apporter son soutien dans tous les domaines au peuple et à l'administration malienne en cadre de la coopération bilatérale, mais aussi au niveau international. Le Mali avec qui on a eu des liens historiques et culturels. Restons à la commission dialogue. C'était entre la commission et le Centre pour le dialogue humanitaire. L'objectif est de doter ses membres de connaissances et de techniques leur permettant d'accomplir leur mission de réconciliation. Le reportage. Donner le rôle aux acteurs concernés pour envisager des préalables à la restauration du dialogue communautaire sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'objectif visé par le Centre pour le dialogue humanitaire. Pour ce faire, il a initié une journée d'échange d'expériences avec la commission dialogue et réconciliation. On a trouvé essentiel pour les uns ou pour les autres, côté commission et côté Centre pour le dialogue humanitaire, présenter depuis un an. La Commission et nous-mêmes, on peut participer à aider la Commission à mener ce travail de réconciliation, mais surtout de dialogue, parce qu'on est énormément dans cette phase du dialogue pour l'instant. Ce soutien au dialogue et à la réconciliation est salué par les commissaires. La rencontre d'aujourd'hui a cette particularité qu'il s'agit des opérations qui ont été menées sur le territoire malien, plus précisément dans le nord, avec ce que moi je considère comme des séances d'écoute. De dialogue direct, sans interférence extérieure. Ce centre qui existe depuis plus de 10 ans est une ONG financée par le Danemark et il œuvre pour la facilitation du dialogue dans les pays en conflit, un partenaire technique expérimenté pour l'atteinte des objectifs de la Commission Dialogue et Réconciliation. Le gouverneur du district de Bamako convie en réunion le mercredi 26 juin 2013 à partir de 10 h dans la salle de conférence du gouvernorat. Les représentants de la société civile, les coordinateurs des chefs des quartiers, les chefs de quartier, les responsables du RECOTRAD, les responsables des associations des femmes et du conseil des jeunes du district de Bamako. L'ordre du jour portera essentiellement sur les échanges relatifs aux préparatifs
préparatifs des élections et le lancement des opérations de distribution des cartes Nina dans le district de Bamako. Et les derniers lots de cartes Nina sont arrivés ce matin au bureau des douanes à Faladje. Cet arrivage complète le nombre attendu. À noter qu'à ce jour, les autres matériels tels les urnes et les isoloirs sont tous disponibles. Mahamadou Doumbia, les détails. Les reliquats des cartes Nina sont arrivés à Bamako, réceptionnés devant les forces de l'ordre par un représentant du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et un représentant de la CENI. Ces lots complètent les cartes déjà reçues à 6 877 449 cartes Nina. Cette livraison concerne les localités de Ségou, Koulikoro et Bamako. Ça veut dire que nous avons la totalité des cartes Nina. Ces cartes ont été confectionnées suivant un fichier remis par la DGE qui comporte l'ensemble des électeurs potentiels et environ 6 877 449 électeurs. Et les cartes ont coûté 8 514 720 000 francs CFA, entièrement financés par le budget national. En plus des cartes Nina, l'ensemble des autres matériels tels les urnes et les isoloirs sont fin prêts. Nous, au niveau de la série, nous sommes satisfaits. Nous avons effectué une mission de supervision déjà à Lyon au moment de la production des cartes Nina. Nous venons de superviser également la réception du dernier lot des cartes Nina. Ce qu'il y a maintenant, il s'agit de faire une mobilisation et pour cela, les partis politiques, le citoyen, la société civile, l'administration, tout le monde doit y mettre du sien pour que les cartes soient retirées. Et toujours avec le gouverneur du district de Bamako qui convie en réunion le jeudi 27 juin 2013 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat. Les représentants des partis politiques du district de Bamako et l'ordre du jour portera essentiellement sur les échanges relatifs aux préparatifs des élections et le lancement des opérations de distribution des cartes Nina dans le district de Bamako. Lancement en arabe par l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD, le PNUD du projet de processus électoral. Le but est d'outiller les leaders locaux pour un vote massif et sans contestation. La correspondance de Seynou Traori. À travers le projet d'appui au processus électoral, l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et le PNUD entendent jouer leur partition pour un vote massif et sans contestation. Il s'agit ici de mieux outiller les acteurs politiques, associations de jeunes et femmes de cette commune du cercle du Nara sur les notions comme les fondements juridiques des élections, les conditions requises pour être électeur ou élu, les instruments du vote, les procédures d'enlèvement de la carte Nina et les mécanismes de la contestation ou acceptation des résultats du vote. Nous visons vraiment des élections crédibles, transparentes et apaisées. La seule contribution utile actuellement au niveau du Mali, c'est de contribuer pour une réussite de ces élections-là. En Nara, les principes de vote, la mission des observateurs ou encore le rôle de la femme dans le processus de la gouvernance sont désormais des notions bien maîtrisées par la quarantaine de participants. Ils ont appris beaucoup de choses. Et ce qu'ils ont appris, ça va vraiment apporter un souffle nouveau aux élections au Mali. Ça va encore apaiser les populations. Nous sommes tous mobilisés pour quand même avoir un vote massif en juillet 2013. Au cours de la cérémonie, les autorités administratives ont rassuré les populations de Ouagadougou et les partenaires de la grande sécurité qui règne dans le cercle du Nara. Et nous avons ce tout message du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a l'honneur d'inviter les chefs des partis politiques et les présidents des organisations de la société civile à un échange d'informations sur le processus électoral le jeudi 27 juin 2013 à 10h dans la salle de banquet du Centre international de conférence de Bamako. La Fédération des associations féminines de Kati a procédé au lancement officiel de ses activités de sensibilisation et de mobilisation. C'était en présence d'une foule de femmes acquises déjà à la cause, c'est-à-dire la réussite des prochaines échéances. Abdraman Maïga. Avec plus de 51% de la population active, les femmes n'atteignent pas encore les 30% dans les instances de prise de décision. Cette situation interpelle toutes les couches socio-professionnelles de notre pays et plus spécifiquement
les femmes victimes de cette situation anormale. Voilà toute l'importance de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de la Fédération des associations féminines du Cercle de Kati. Créée le 15 juillet 2012 avec 36 associations, la Fédération des femmes de Kati ambitionne de se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation de leurs concerts afin qu'elles se mobilisent pour retirer leur carte d'électeur pour voter en faveur du changement. Pour la présidente de cette fédération, Mme Diakité Mariam Koulibaly, la cloche a sonné et le moment est arrivé pour que toutes les associations de femmes se donnent désormais la main pour lutter et aboutir au progrès, celui d'améliorer la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Cette initiative de la Fédération des associations féminines de Kati est le point de départ d'une profonde mutation selon les autorités politiques ou administratives du Cercle de Kati. Des autorités qui, après avoir salué l'engagement de ces femmes, les ont invitées à s'investir davantage pour matérialiser cette aspiration au changement. Une ambition dont la concrétisation passe forcément, selon le premier adjoint au préfet du Cercle de Kati, par 3 points. Le renforcement des capacités des membres de la fédération et le bon positionnement des femmes sur les listes des partis politiques, le tout soutenu par une forte cohésion entre elles d'abord. Fin cet après-midi de la conférence débat sur l'architecture de sécurité pour le Mali. Parmi les recommandations formulées, l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité au Mali et aussi la réforme du secteur de sécurité. Mohamed Diarra, les précisions. Quelle nouvelle architecture de sécurité pour le Mali? Une question lancinante et transversale qui réunit l'ensemble des différents acteurs à l'école de maintien de la paix. Le but des initiateurs est d'asseoir les balises d'un nouveau Mali démocratique avec des institutions fortes. Une architecture pour un pays, elle sert, disons, à sécuriser l'ensemble du pays, l'ensemble de ses intérêts également, internes et externes. Une architecture de sécurité, ça sert aussi de parade contre les facteurs d'insécurité et de criminalité qui prolifèrent aujourd'hui dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne à laquelle nous appartenons. La discussion sur la future architecture de sécurité pour le Mali va au-delà de la réforme des forces armées et de sécurité, estime la représentante de la Fondation Friedrich Ebert. L'idée de la conférence est d'inviter les acteurs de la sécurité à une redistribution et un partage des rôles sur toute la chaîne de commandement. La politique de sécurité est très importante dans la vie de la nation. Dans un système démocratique qui fonctionne, la politique de sécurité devra être soumise au contrôle démocratique, car la sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi, dans la perspective d'une réforme de l'architecture de sécurité, il est important d'identifier le rôle des différents acteurs et s'assurer que chaque acteur contribue effectivement au respect et la mise en œuvre de dispositions sécuritaires élaborées par l'État. La tenue de cette conférence répond à un besoin exprimé par les autorités maliennes lors des états généraux sur la sécurité et la paix en 2005. Il est donc urgent de réfléchir à la nouvelle architecture de sécurité qu'il faut pour le pays. Cette conférence, honnêtement organisée par la Frédéric Ebert Stiftung et le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, vient donc à point nommé. Pendant 2 jours, des experts de haut niveau, militaires et civils, vont exposer sur ce thème et apporter des éclairages qui seront utiles pour la gestion future de la sécurité au Mali. 5 thèmes seront débattus pendant les 2 jours. Les acteurs vont faire l'état des lieux de la sécurité au Mali, la politique de la défense au Mali, le rôle des parlementaires et de la société civile dans la gouvernance de la sécurité et de la paix au Mali. Voilà, c'était plutôt l'ouverture de cette conférence débat sur l'architecture de sécurité pour le Mali. Et je vous invite à présent à suivre l'élément sur la clôture. 48 heures de débat avec comme résultat une panoplie de suggestions et de recommandations devant servir de piliers pour la reconstruction d'un Mali nouveau. Des recommandations parmi lesquelles l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité au Mali, le renforcement de la coopération sur-régionale dans la lutte contre le terrorisme. Il est apparu nécessaire maintenant de faire en sorte que nous ayons une politique forte. Le Mali se tiendront en octobre à Marline-le-Roi et le Mali est invité d'honneur de cette rencontre.
Des jeunes des 6 communes du district de Bamako étaient en conclave ce week-end. C'était pour échanger sur la problématique de l'emploi des jeunes, une rencontre initiée par l'association Bâtisseurs de la Nation, ABN. Cette jeune association vise à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, nous dit Nuhu Sissoko. L'ABN se focalise sur certaines valeurs qu'elle considère comme indispensables pour être bâtisseur de la nation. Il n'y a pas de distinction entre les jeunes, que vous soyez jeune lettré ou illettré. Nous cherchons tout simplement à vous aider à avoir du travail parce que pour nous, seul le travail anoblit l'être humain. Nous allons être avec vous dans l'association Les Bâtisseurs de la Nation pour que vous appreniez à être responsable. Vous êtes responsable, vous ne devez avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Quand vous faites quelque chose, vous le faites en connaissance de cause et vous le faites très bien. L'emploi des jeunes sera au cœur du combat de l'ABN. Pour ce faire, des initiatives sont déjà en cours. Il y a les entrepreneurs maliens, il y a ce qu'on appelle les investisseurs étrangers. Nous allons initier à leur côté, nous allons venir vers eux avec des programmes pour qu'ils nous appuient. Et nos partenaires aussi en Europe, ça va être la même chose. Après le lancement, nous allons prendre contact avec tous ceux-ci pour pouvoir initier du travail. L'ABN se veut une association apolitique. Elle met l'accent sur la formation des ressources humaines de qualité. Cela afin de permettre aux jeunes d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Ouf de soulagement pour les populations de Kalabankoro et de Djikoroni ACI Golf. Le 15e arrondissement vient de démanteler une bande de braqueurs et de voleurs de motos opérant dans cette zone. La bande a été prise en possession de 2 motos Jakarta. Mohamed Ould Mamouni nous en parle. Dernier coup de filet en date des éléments du 15e arrondissement de Bamako, c'est l'arrestation d'une redoutable bande de voleurs de moto Jakarta, composée de Aboubakar Togola, de Mamadi Bakayogo, de Adama Djiré et de Awa Mariko. Ce groupe est spécialisé dans le braquage de propriétaires d'engins à 2 roues. Nous avons enregistré des plaintes suite à des cas de braquage du fait de certains individus armés. C'est pourquoi notre hiérarchie nous a instruits d'intensifier les opérations de patrouille. Le 17 juin 2013, à partir de 3h30, notre équipe de patrouille a procédé à l'interpellation de ces 4 bandits-là. Ces bandits qui opèrent dans les secteurs de Kalabankoro et de Bako-Djikoroni Golf ont un mode opératoire bien précis. Ils forment des grains au bord de la chaussée. Ils suivent les mouvements des usagers. Après, ils procèdent à l'inflature. À des endroits isolés ou non fréquentés, ils procèdent à des braquages avec des armes, souvent de fabrication artisanale. Ils procèdent à l'enlèvement des engins de la victime. Le démantèlement de cette bande de voleurs est le résultat d'une vaste opération lancée par les éléments du 15e arrondissement de Bamako. Et cette annonce avant de poursuivre ce journal avec un parti politique pour 5000 habitants, le Mali s'affiche comme l'un des pays où la création de partis politiques connaît une véritable inflation, surtout en cette veille de présidentielle. Quelles sont les raisons de ce boom de formation politique et quelle incidence sur les élections futures et sur l'ancrage de la démocratie dans notre pays? La réponse à ces interrogations, c'est dans Présidentielle 2013. Les vrais enjeux, les représentants de certaines entités politiques, un politologue sous la houlette de Boubacar Touré et Youssouf Touré analysent sous tous les angles l'émiettement de l'espace politique au Mali. Retrouvez donc sur la radio nationale ce numéro de Présidentielle, les vrais enjeux, ce mardi 25 juin 2013 à partir de 21h. Un mot de culture et nous vous amenons au centre Joliba qui vient de lancer un nouveau concept dénommé Un livre, un auteur. Ce nouveau concept de critique littéraire a démarré avec l'ouvrage de Noumou Ben Diakité, Mourir pour l'Azalaya. Nando Dambélé nous explique le procédé. Le nouveau concept qui vient d'être lancé par le Centre culturel de Djoliba a pour objet d'améliorer la critique littéraire au Mali et de pousser les jeunes générations à la lecture sur le long terme. Le livre retenu pour le lancement de l'initiative est Mourir pour l'Azalaï de Noumou Ben Diakité. L'œuvre est une œuvre non seulement d'actualité, mais aussi une œuvre culturelle à grande dimension. Et ça pose des problèmes réels aujourd'hui du Nord.
de l'Azawad et de l'Azalaï. Et je pense que le pays a besoin de ce genre de débat. Et le pays manque énormément de débats et on souffre du manque de débat. Il y a une grosse différence entre le mot Azalaï, Azawad et Azawak. L'Azalaï, c'est le commerce séculaire du sel qui est fait par les caravanes qui quittent Taoudeni, qui descendent avec le sel gemme jusqu'au niveau de la vallée du fleuve. De cette vallée du fleuve, ce sel gemme continue dans les régions sud et en retour, le petit mille remonte. Faisant la chronique d'une rébellion, l'ouvrage est aussi un cri, un appel d'espoir de voir vivre et revivre ensemble avec tendresse et amour les enfants bénis du Nord et du Sud. Culture, toujours, le Centre national de cinématographie du Mali, CNCM, vient de projeter le film Mon pays. Ce nouveau film, un court-métrage, est un appel à l'unité nationale. Cheikh Oumar Sangari a assisté à la première projection. Son reportage. Un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. C'est l'union qui fait donc la force. C'est le message principal de ce court-métrage de 26 minutes qui vient s'ajouter au répertoire de l'industrie cinématographique du Mali. Le moment est bien choisi par le CNCM pour réaliser ces films qui appellent à l'union. L'histoire porte sur une question piège que le maître pose à ses élèves, à savoir prendre un caillou avec un seul doigt. Voilà, c'est ce qui lui sert de prétexte pour introduire et développer l'un des symboles de notre pays, à savoir la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Près d'une soixantaine de comédiens, dont les élèves d'une classe de 6e année de l'école de la paix, ont pris part au tournage de ces documents audiovisuels. Pour le CNCM, il s'agit d'abord d'intensifier la production cinématographique, ensuite cultiver l'esprit de citoyenneté et enfin apprendre à de jouer dans le contre, c'est facile. On devait prendre une pierre avec un seul doigt. C'est impossible. C'est ce que le maître nous a fait comprendre. La production du film Mon pays a coûté 12 millions, dont une moitié financée par le CNCM et l'autre par LV Mali. Et cette nouvelle sportive, le tirage au sort des demi-finales de la 53e Coupe du Mali de football a été effectué en début de soirée. Le Liba AC rencontre le club de Bamako et le stade malien de Bamako joue dimanche contre le Niana de Koulikoro. Les deux matchs sont prévus au stade Modibo Keïta. Voilà.